Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans 64 minutes. Ravi de vous retrouver pour une grande heure d'information. Comment faire revenir les visiteurs étrangers dans la ville la plus touristique au monde? Frédéric Ocard, adjoint au maire de Paris en charge du tourisme, et Franck Delvaux de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie nous rejoignent tout à l'heure dans le Grand Angle. Des artistes, la montagne et des visiteurs par milliers à 1700 mètres d'altitude pour le coup d'envoi du festival Annecy Paysage. Pascal Bourgault nous emmène faire la grande balade. Jean-Christophe Ruffin est l'invité de Patrick Simonin. L'écrivain et ancien diplomate français signe la 3e aventure d'Aurel le Consul. Le flambeur de la Caspienne entraîne le lecteur à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce samedi 18 juillet. Deuxième jour de sommet européen, nouvelle proposition sur le plan de relance post-coronavirus pour rallier les frugaux. Les discussions se poursuivent à Bruxelles où nous retrouverons notre correspondant Paul Germain. Les hôpitaux américains devront désormais communiquer les données sur le coronavirus directement à la Maison-Blanche. Peut-on faire confiance à l'administration Trump? Nous serons en direct de New York. C'était un pionnier des droits civiques aux États-Unis. John Lewis est mort à l'âge de 80 ans. Ancien compagnon de route de Martin Luther King, il a été parlementaire pendant des décennies. Les 27 sont à nouveau réunis aujourd'hui à Bruxelles en sommet extraordinaire. Il faut valider le budget de l'Union européenne et surtout le fameux plan de relance de 750 milliards d'euros pour aider les pays les plus affaiblis par la crise du coronavirus. Blocage hier, après 13 heures de négociations. Le président du Conseil, Charles Michel, a donc soumis une nouvelle proposition. Objectif, infléchir la position des États dits frugaux, Pays-Bas en tête, en leur offrant des concessions. Paul Germain, vous suivez ce sommet pour nous à Bruxelles. Bonsoir, merci. On se rapproche d'un accord ou c'est mal parti, Paul ? Eh bien, c'est mal engagé et Charles Michel essaye de sauver les meubles. Il a donc fait de nouvelles propositions pour essayer d'aboutir à un accord sur ce plan de 750 milliards, un plan que les Autrichiens et les Néerlandais en particulier estiment trop généreux à l'égard des pays du Sud. C'est Mark Rutte qui est le plus récalcitrant. Le Premier ministre néerlandais veut bien aider l'Italie et l'Espagne, mais il réclame d'abord que ces pays adoptent des réformes, notamment au niveau du marché du travail. Ça fait un petit peu penser à ce que l'on avait demandé à la Grèce après la crise financière. Il réclame aussi de pouvoir bloquer les aides financières s'il estime que l'argent n'est pas bien utilisé. Bref, Mark Rutte a engagé un véritable bras de fer avec l'Union européenne sur ce plan de relance. Certains évoquent même la possibilité d'établir un accord à 26 sans les Pays-Bas, mais ce serait une manière d'indiquer aux Néerlandais la porte de sortie de l'Union européenne. On n'en est pas encore là. Charles Michel a organisé dans la journée une séance de psychothérapie avec Mark Rutte et les premiers ministres espagnols et italiens. Et maintenant, on attend et ça peut durer. Merci Paul. Alors, qui est l'inflexible Mark Rutte? Pourquoi le Premier ministre néerlandais campe sur ses positions? Son portrait avec Karim Baldé. Sous son masque, Mark Rutte cache un sourire. Le voici aujourd'hui au centre du jeu européen. D'un pas décidé, le Premier ministre néerlandais reste inflexible. Pas question d'être trop généreux à l'égard des pays d'Europe du Sud. Ce qui est très important pour nous, c'est que les pays se réforment. Et pour ceux qui le souhaitent, nous ne voulons pas qu'on leur accorde des subventions en plus des prêts. Ils doivent donner des garanties très solides sur le fait que les réformes seront menées à bien. Intransigeant en apparence, pourtant, Mark Rutte cultive avant tout une image de sobriété dans sa vie publique. À vélo, dans les rues de La Haye, il n'a pas de voiture de fonction, pas de chauffeur ni garde du corps. Un monsieur tout le monde au premier abord. Sauf qu'il dirige la destinée des 17 millions de Néerlandais. Un chef de gouvernement presque normal, mais toujours victorieux depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Son parti est arrivé en tête des 3 dernières élections législatives, contenant la poussée du camp populiste. Garder ce pays sûr, stable et prospère. Ce message a bien été entendu par les Néerlandais et le peuple nous a récompensés.
Ce libéral de centre-droit n'hésite pas à s'allier au gré des tendances, soutenu par l'extrême droite d'abord, puis par une partie de la gauche. Ses détracteurs l'accusent de manquer de conviction, lui érige en art cette souplesse. Des talents de négociateur reconnus qui lui permettent d'endosser le rôle de porte-parole des pays frugaux au niveau européen. C'est celui qui a décidé d'être Monsieur Non. Non au bloc franco-allemand. À 55 ans, Mark Rutte joue le rôle de sa vie sur la scène européenne. Les négociations marathon à la bruxelloise ne l'inquiètent pas. Il est actuellement le 3e chef de gouvernement ayant la plus grande longévité au pouvoir sur le vieux continent. Et avec nous, le député européen français dans le groupe socialiste et démocrate, Pierre Larrouturou, rapporteur pour le budget en 2021. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Alors, vous l'avez entendu au début de journal, les négociations sont difficiles, comme on s'y attendait. Vous êtes confiant, comment vous réagissez ? Il faut d'abord rappeler que ces 750 milliards, c'est quelque chose de fondamental pour notre vie quotidienne. Ce n'est pas de l'argent qu'on va brûler à Bruxelles, c'est de l'argent qui va aider les entreprises en difficulté, qui va aider les agriculteurs, qui va créer des nouveaux emplois dans le bâtiment, dans les transports en commun. C'est des milliards en plus pour la coopération avec les pays d'Afrique et le reste du monde. Donc ce n'est pas un problème théorique, ça nous concerne tous pour éviter une récession dramatique et une flambée du chômage. Mais est-ce que vous êtes confiant ? Savait que ce serait difficile. Est-ce que vous êtes confiant ? On savait que Mark Rutte... Mais il faut qu'on arrive à un accord, sinon on n'est pas du tout, on est nul si on n'arrive pas à un accord. Mais le Parlement a aussi ses exigences. Mark Rutte peut bloquer, mais le Parlement européen a redit cette semaine que s'il y avait un accord sur un budget trop petit, trop ridicule, nous pourrions bloquer. Et surtout, on apporte des solutions pour débloquer la négociation. On explique comment on peut trouver de l'argent sans demander d'argent aux finances publiques des Pays-Bas, de la France ou de l'Allemagne. Une de nos idées principales, une des demandes du Parlement, c'est de créer enfin une taxe sur les transactions financières. Ça fait 9 ans qu'on en parle, mais il faut le faire. Vous et moi, quand on fait nos courses, on paye une TVA, en gros à 20%. Pour les produits alimentaires, même les gens les plus pauvres doivent payer une TVA à 5%. Même les plus pauvres doivent payer 5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, il y a 0,0 de TVA. C'est tout à fait anormal. Donc nous, on demande le Parlement de créer une taxe sur les transactions financières de 0,1%. Elle rapporterait chaque année 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Et avec ces 50 milliards d'euros, on pourrait en même temps rembourser les 750 milliards, étalés sur 30 ans, il faut à peu près 20 milliards par an, et avoir 30 milliards d'argent en plus pour créer des nouveaux emplois. Alors, donc ce que dit le Parlement, c'est qu'au lieu de se déchirer, pour être poli, sur des queues de cerises, il faut trouver un argent qui ne vient pas de la poche des citoyens et qui ne vient pas des finances publiques nationales. Justement, à vous entendre, ça a l'air très facile, on vient de voir, vous dérouler les arguments, alors pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi n'êtes-vous pas entendu ? Mais parce qu'il y a une grosse inertie, parce qu'avec le virus, on a eu du mal. C'est la première fois que les chefs d'État se retrouvent. Le Parlement aussi, on a tous été KO pendant 2 ou 3 mois. Mais là, depuis 1 mois ou 1 mois et demi, le Parlement est vraiment remis au boulot. C'est depuis quelques semaines qu'on se remet tous au travail. Et là, j'étais encore hier en commission des budgets au Parlement. Et on s'est dit qu'on ne pourrait pas accepter. Il y a 5 groupes politiques différents. Moi, je suis social-démocrate, mais on est 5 groupes à dire on est dans un moment critique. On refuse l'effondrement, on refuse une flambée du chômage qui amènera des drames dans des millions de familles et peut-être à l'arrivée de l'extrême droite dans beaucoup de pays. On est à un moment crucial, il faut donner de l'argent, des nouvelles ressources. Quand Roosevelt arrive au pouvoir aux États-Unis, après la crise de 29, il a triplé le budget fédéral. Il n'a pas fait 5% ou 10% en plus. Roosevelt, il a triplé le budget fédéral et il a créé un impôt sur les millionnaires, il a fait un impôt sur les bénéfices. Au début, ça n'a rien donné. Il a accepté de la dette, mais il a réussi à tripler son budget et puis arriver à l'équilibre en quelques années. Donc nous aussi, on dit à Mme Merkel, à M. Macron, n'ayez pas peur, soyez Roosevelt, on y va franchement. On a besoin de centaines de milliards pour aider les entreprises en difficulté, aider les paysans et créer des nouveaux emplois. Mais vous dites aussi, donc, on parlait des États, mais on parle aussi des citoyens. Vous nous dites, les citoyens européens n'auront pas à mettre la main au porte-monnaie, parce que ça fait peur quand même en Europe. Mais bien sûr, on se souvient des Gilets jaunes, il y a 30% des Français, 30% des Allemands qui n'ont pas 1 euro d'économie. Il y a 30% d'entre nous qui se font engueuler par les banquiers tous les mois parce qu'ils sont dans le rouge. Ce n'est pas à eux de payer l'addition. Par contre, le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Il y a une étude de Forbes qui vient de sortir. Le nombre de milliardaires en Europe a triplé en 10 ans. Peut-être qu'on peut leur demander un effort. Mais les marchés financiers, cette année, l'économie va très mal à cause de la crise. Les marchés financiers, plus 45%. L'activité sur les marchés financiers, cette année, plus 45%. On n'est pas du tout minoritaire. Je viens de vous dire, d'abord, je suis rapporteur général du budget. À ma grande surprise, on m'a demandé de représenter tout le Parlement pour négocier le budget de l'année prochaine. Et il y a 5 groupes politiques différents, aussi bien les amis d'Angela Merkel que les amis de Mélenchon, qui soutiennent nos propositions. Une dernière chose, on a quelques secondes encore sur le pacte vert. Est-ce que ça, c'est une condition sine qua non pour cet accord ?
Tout à fait. Il faut beaucoup d'argent et on ne peut pas juste relancer l'économie comme autrefois. Il faut investir massivement. Quand vous voyez les températures qu'on a eues au mois de mai, quand vous voyez les feux de forêt en Sibérie, quand vous voyez les problèmes d'accès à l'eau, il y a plein de pays où il y a déjà des sécheresses au début du mois de juillet. Il faut évidemment éviter des licenciements, mais il faut aussi créer des nouveaux emplois dans les transports en commun, dans l'isolation des bâtiments, dans les énergies renouvelables. On veut que la moitié, en gros, du plan de relance soit consacrée à ces nouveaux emplois. Et ça peut être une bonne nouvelle. On pourrait vivre mieux, vivre plus en équilibre, respirer un air plus sain et faire des économies. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un, on a isolé son immeuble, il gagne 800 € chaque année sur ses dépenses de chauffage. 800 € d'économie chaque année sur les dépenses de chauffage parce qu'on a isolé son HLM. Donc il faut de l'argent pour éviter des licenciements et pour créer des nouveaux emplois et pour gagner la bataille du climat. Pierre Leroux-Thureau, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. La crise du coronavirus va aggraver la faim dans le monde. La récession mondiale qui en découle risque d'affecter 83 à 132 millions de personnes supplémentaires. L'ONU appelle à l'aide. Les précisions de Maëva de Froyenne. Un plat de nouilles partagé en famille. La scène semble banale, mais pour pouvoir manger et nourrir leurs 2 enfants, ces jeunes parents ont dû se rendre à l'église du Saint-Rédempteur. Là-bas, ils ont pu bénéficier d'une aide alimentaire. Mes revenus ne sont pas suffisants. C'est pourquoi je dois venir ici récupérer des dons alimentaires afin qu'il me reste assez d'argent pour acheter de quoi manger à mes fils le soir lorsqu'ils ont faim. Avec son épouse, Tanapat doit tout calculer. Avant la crise sanitaire, le couple vivait de petits boulots. Des emplois à la journée qu'ils n'ont pas pu continuer à exercer. Une situation partagée par des millions de familles en Thaïlande qui, comme eux, vivent d'emplois précaires. Ce projet est censé être une réponse d'urgence à leurs besoins. C'est pourquoi, lorsque nous disons qu'il s'agit d'une urgence, il ne doit pas s'agir d'une urgence permanente. Une urgence qui concerne l'Asie, mais aussi l'Afrique et l'Amérique latine. Des zones fragilisées par la pandémie et susceptibles de connaître de graves difficultés alimentaires. Selon l'ONU, la récession mondiale due au Covid-19 risque de faire entre 83 et 132 millions de mal nourris de plus à travers la planète. Alors, les Nations Unies en appellent à la communauté internationale et demandent une aide d'urgence de 10,3 milliards de dollars. Le coût de l'inaction face à la sécurité alimentaire et face aux autres conséquences de la pandémie augmentera de façon exponentielle, à moins que la bonne combinaison de secours et d'aide ne soit mise en œuvre rapidement et à grande échelle. Pour l'ONU, en 2019 déjà, près d'un humain sur 9 souffrait de sous-alimentation chronique et 2 milliards de personnes en insécurité alimentaire ne mangeaient ni correctement ni à leur faim. L'épidémie a atteint un plateau au Brésil. L'OMS appelle les autorités à saisir, je cite, cette opportunité pour repousser la maladie. Le Brésil est le 2e pays le plus touché au monde en nombre de cas recensés. 1er pays le plus touché en nombre absolu, les États-Unis. La Maison-Blanche va désormais mettre la main sur les données sur le coronavirus. Nombre de personnes testées, hospitalisées, intubées, décédées. Le besoin en matériel et en médicaments. Problème, la gestion de la crise par l'administration Trump est très critiquée. On retrouve à New York notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, est-ce qu'on peut faire confiance à la Maison-Blanche ? C'est effectivement la question que beaucoup d'Américains se posent. Comment faire confiance à l'administration Trump qui elle-même n'a pas confiance dans la science et toutes ces données sur l'épidémie publiques jusqu'à présent, puisque gérées par l'Agence fédérale de la santé publique, le CDC, eh bien si la Maison-Blanche les collecte désormais, elles ne seront plus publiées. Le gouvernement américain pourra alors donner les chiffres qu'il veut. Or, aux Américains, mais également au capital du monde entier. Et les pays, eh bien, pour prendre la décision d'ouvrir ou non leurs frontières aux Américains, se reposent principalement sur ces chiffres donnés par Washington. Donc il y a un climat de défiance, si vous voulez, par rapport à la véracité des données fournies par Washington qui s'installe un petit peu la même défiance qu'on connaît vis-à-vis des pays au régime autoritaire. Pourquoi l'administration Trump décide de récupérer ces données maintenant ? Eh bien, tout le monde y voit évidemment un geste politique à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Donald Trump est à la traîne dans les sondages face à son rival démocrate Joe Biden. L'épidémie s'accélère aux États-Unis et ça, le président ne veut pas le voir. Elle s'accélère, y compris dans des États qui sont très importants pour lui, pour sa réélection, la Floride, l'Arizona, le Michigan. Donc, 2 Américains sur 3 en plus estiment que Donald Trump gère
très mal la crise sanitaire. Donc Donald Trump veut reprendre la main, il est pressé de relancer l'économie du pays. Évidemment, il pense à sa réélection. Il y a nettement une volonté de reprendre en main ces chiffres, cette volonté de reprendre la communication sur la crise sanitaire. Il répète souvent qu'il faut freiner les tests de dépistage, car c'est ce qui explique pour lui la hausse de l'épidémie. Or, l'épidémie s'accélère, que l'on fasse les tests ou pas. Merci pour cette analyse, Elisabeth. À bientôt. Alors, l'une des conséquences de cette pandémie, c'est le recours au télétravail qui pourrait bien devenir la norme dans certaines entreprises, notamment dans la Silicon Valley où se trouvent les géants de la tech comme Twitter et Facebook. Les employeurs y trouvent leur compte. Qu'en est-il des employés? Le reportage en Californie d'Elsa Libaud. À San Francisco, Monica, salariée de Facebook, télétravaille depuis le début de la crise du Covid. Voici ma cuisine, qui me sert aussi de bureau. Un bureau maison que Monica pourrait bien adopter sur le long terme. Le 21 mai dernier, Mark Zuckerberg a annoncé le développement d'une mesure révolutionnaire, le télétravail permanent pour les employés qui le souhaitent. Pour Monica, qui vit à 50 km du siège de Facebook, c'est une excellente nouvelle. Je me sens beaucoup plus productive à la maison car je n'ai plus 2h30 de transport par jour. Et même s'il y a des choses qui me manquent au bureau, comme le face-à-face, je pense qu'avoir l'option de travailler à l'endroit où l'on veut vivre est très important. Le télétravail à vie, lancé une semaine avant Facebook par un autre géant, Twitter, séduit de plus en plus d'employeurs du secteur de la tech. C'est le cas de Will Hayes, à la tête d'une entreprise de 300 personnes à San Francisco. Depuis 4 mois, ses bureaux sont vides. À vrai dire, c'est un peu triste d'être ici et de voir que tout est vide. Pour Will, le télétravail a des avantages purement économiques. Il y a énormément d'argent qui part dans ces bureaux. Dans la Silicon Valley en particulier, nous nous sommes retrouvés en compétition. C'est à qui aura le meilleur bureau, le meilleur emplacement, le meilleur café-bar. Et tout cela a fait grimper nos frais de manière exponentielle. Les bureaux de Will lui coûtent plus d'1,5 million de dollars par an. À San Francisco, où les loyers sont les plus chers d'Amérique, le coronavirus a déclenché un exode sans précédent. En attendant l'offre de Facebook, qui pourrait réduire son salaire, Monica projette déjà un déménagement avec son mari Romain à Atlanta, en Géorgie. Pour nous, cela n'a pas de sens financièrement de rester ici. Le coût de la vie à Atlanta représente 60% du coût de la vie ici. Donc, même si mon salaire était réduit de 20%, au final, ça équivaudrait à une augmentation de salaire de 20%. Ce sont des milliers de dollars par an que nous pourrons mettre de côté. Cet appartement que nous avons repéré coûte 1 200 $ de moins par mois et en plus, il est 2 fois plus grand. Monica et Romain ne sont pas les seuls à rêver du départ. Selon une récente étude, 2/3 des employés de la tech envisageraient de quitter la baie de San Francisco si le télétravail permanent leur était proposé. Cela ferait 500 000 salariés de moins dans la Silicon Valley. Les États-Unis perdent une figure majeure des droits civiques. Compagnon de route de Martin Luther King, militant emblématique de la non-violence, John Lewis est décédé hier à l'âge de 80 ans. Retour sur son parcours avec Océane Goanek. 1965, sur le pont d'Edmond Pettus en Alabama, des centaines de militants marchent contre la discrimination raciale. Très vite, les forces de l'ordre chargent et le mouvement pacifiste vire au cauchemar. Plus de 80 personnes sont blessées, parmi elles John Lewis, qui deviendra une figure de la lutte des Afro-Américains. J'ai été roué de coups par les forces anti-émeutes, jeté au sol et j'ai été hospitalisé. 50 ans plus tard, jour pour jour, John Lewis traverse à nouveau ce pont, devenu un symbole de la lutte raciale. À ses côtés, main dans la main, Barack Obama, le premier président noir américain. La bataille contre l'injustice raciale a été le combat de toute sa vie. Lors de la ségrégation déjà, il organisait des sit-ins dans les restaurants et des actions dans les bus. Il a été le plus jeune meneur de la marche sur Washington aux côtés de Martin Luther King en 1963. Nous sommes un seul peuple, une seule famille, nous sommes une seule maison. Nous vivons tous dans la même maison. Alors je vous le dis, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas céder et nous ne pouvons pas capituler. Nous devons sortir de là, pousser et encore pousser. En 1986, John Lewis entre au Congrès américain dans les rangs des élus démocrates et devient l'une des voix les plus respectées du pays, se battant pour la justice et l'égalité.
Peu d'entre nous vivent pour voir notre propre legs se développer d'une manière aussi remarquable et significative. John Lewis l'a fait. Le parlementaire est décédé ce vendredi à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer du pancréas. Les hommages ne cessent depuis d'inonder les réseaux sociaux, comme ce message de la fille de Martin Luther King avec les photos des deux hommes, des aînés et maintenant des ancêtres. Alléluia. En France, des milliers de personnes à la marche pour Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. C'est dans cette petite commune près de Paris que le jeune homme est mort peu après son arrestation. Cela fera 4 ans demain. Cette nouvelle manifestation est organisée par le comité Adama, mais aussi par Alternatiba, une des organisations du mouvement pour le climat. Reportage Caro Magassa avec Malik Mikhtar. 4 ans après, à Beaumont-sur-Oise, petite ville à une quarantaine de kilomètres de Paris, ils sont des milliers à défiler dans les rues. Ici, devant la gendarmerie où Adama Traoré a vécu ses derniers instants. La colère ne faiblit pas et le désir de justice est toujours plus grand, car la mort de ce jeune homme noir le 19 juillet 2016, peu après son arrestation par des gendarmes, suscite toujours autant d'interrogations. Mais malheureusement, 4 ans après, on est là pour demander la vérité, la justice pour Adama Traoré. La vérité, on la connaît. Le combat, on l'a gagné, mais il faut qu'on le gagne sur le terrain judiciaire. Sur le plan judiciaire, justement, le dossier a depuis longtemps viré à une bataille d'expertise médicale contradictoire. Adama Traoré est-il mort des suites d'un plaquage ventral? Les gendarmes contestent toujours avoir utilisé cette technique. Mais au-delà de l'aspect judiciaire, Adama Traoré serait devenu le symbole de tout un mouvement social, de toute une génération, selon une organisation écologiste du mouvement pour le climat. Et là, il y a une histoire dramatique qui a eu lieu, donc celle d'Adama Traoré. Et en réalité, ce nom est un symbole, finalement, est devenu un symbole. Un symbole pour, j'ai envie de dire, toutes les victimes de manière générale et qu'il y ait une justice réelle pour tous. Ce samedi, la famille Traoré a notamment demandé la révocation de la juge en charge de l'affaire, une requalification des faits en homicide volontaire de la part des gendarmes et un procès public. Après Notre-Dame de Paris, il y a 1 an et demi, c'est cette fois la cathédrale de Nantes, dans l'ouest de la France, qui a subi un incendie. Le grand orgue a notamment été ravagé par les flammes. Le Premier ministre Jean Castex vient d'arriver sur place. La piste criminelle est sérieusement envisagée avec 3 points de feu distincts. Une enquête a été ouverte. À suivre, Terrienne et Isabelle Mangère revient sur l'affaire Epstein. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez sur TV5 Monde.